Merci de nous rejoindre sur DRTV. Madame, monsieur, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. Nous reviendrons dans ce journal sur cette psychose qui a régné mercredi à Kintélé après qu'un patient prétendant être atteint de coronavirus se soit présenté au siège de cet arrondissement pour demander la mise en quarantaine. Et puis en éducation, la campagne d'inscription aux examens d'État se poursuit normalement à Boko dans le Poul. Enfin, la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunju a été portée en terre ce jeudi au cimetière du centre-ville. Peu avant, la nation lui a rendu un dernier hommage. Et puis ce vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin, vous le savez, DRTV organise une émission spéciale à l'occasion justement de cette fête des amoureux. Junior de Math, présentateur télé à DRTV, membre du comité d'organisation de cette émission spéciale, est sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue. Parlons tout d'abord de l'occupation anarchique du domaine public et regardons ensemble ces images des épaves de véhicules qui jonchent les trottoirs, rues et avenues de Pointe-Noire malgré les dispositions prises par le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Le constat a été fait par Jean-Pierre Février. Au nombre d'actes d'incivisme défrayant la chronique dans la ville de Pointe-Noire figure de droit l'encombrement du domaine public par des épaves de véhicules alignés sur les avenues et artères des arrondissements. Constat d'un incivisme urbain ayant abouti aux mesures prises par des sessions municipales et départementales à vouloir mettre fin à ce désordre récurrent. Un encombrement du domaine public donnant l'allure des garages de véhicules installés sur les trottoirs des avenues. Des épaves abandonnées sans propriétaire, jonchant la voie publique qui rétrécissent les aires de circulation de ces voiries urbaines. Parfois, des véhicules hors usage de certains quartiers que l'on vient jeter dans d'autres pour accroître le tableau d'insalubrité. Des épaves de véhicules devenus des dangers publics pour les citoyens, un refuge des malfrats à des heures indues. Nous sommes en train de subir plusieurs choses à cause de ces véhicules que les gens abandonnent dans les avenues. Vous allez regarder, même là, l'avenue est totalement barrée par des véhicules foutus. Et ça profite au bébé noir parce que tu peux passer vers 22h, or qu'il y a des gens qui se camouflent là à l'intérieur. Après arriver devant là-bas, ils vont te menacer. Je dis aux autorités de mettre une opération pour débarrasser les avenues parce que les avenues aussi, les artères doivent être libres et éclairées. Et du coup, quand tu arrives, tu vois déjà à distance. Donc, c'est pas possible que quelqu'un puisse se camoufler dans ce genre de véhicules. Pour pallier ce phénomène, certains citoyens de bonne foi ont préféré entasser des épaves de véhicules dans leurs parcelles où les garages de fortune sont construits à l'occasion pour abriter des parkings privés commerciaux. Un négoce qui prend corps pour permettre à certains citoyens de gagner leur vie en assurant le gardiennage des véhicules. Intéressons-nous à cet autre sujet d'actualité. Il s'agit des tarifs du péage sur la route nationale numéro 1 qui ont été revus à la hausse, à en croire les transporteurs qui en font de gorge chaude. Ils se sont exprimés dans ce reportage que je vous propose de suivre. Suivant une directive gouvernementale associée à ses partenaires routiers, la traversée des péages installés sur la nationale numéro 1 a fait l'objet d'une hausse de prix pour pérenniser l'entretien et la modernité de cet ouvrage de près de 512 km. Directive mal accueillie par les usagers du transport des personnes et des biens sur cette route. Des prix passés à la hausse, causant une inflation à leur défaveur dont ils exigent une diminution de prix pour apaiser ce gouffre financier. À la directive gouvernementale, les usagers véreux imposent le phénomène de déviation avant leur arrivée au poste de péage. Ceci pour échapper au paiement des va-et-vient excessifs qui ne rentabilisent pas les recettes journalières des chauffeurs. Un phénomène visible à l'entrée du péage de Mengo où les conducteurs du tricycle moto et les chauffeurs de taxi et de bus, puis des véhicules poids lourds sont tenus à la gorge. Le problème, c'est que c'est le montant du tarif du prix du péage. Avant, c'était tel que les Kawaki. Et les bus étaient à 1000 francs, les bus maintenant payent à 2000 francs. Et vu que parfois, celui qui fait le transport des gens, des voyageurs, avec le nombre de personnes qu'il a dans sa voiture, donc il va donc chercher à dévier pour au moins gagner quelque chose à la fin.
Donc, le fait que le péage a augmenté le tarif, ce qui pousse aux chauffeurs ou aux travailleurs de dévier, prendre parfois des routes, des petites routes là à côté. Là. Bon, ce que je peux dire à l'État, c'est que le problème, il faut d'abord, diminuer le nombre de péages. Déjà, si vous commencez ici, jusqu'à là-bas, je ne sais pas si vous pouvez compter à 12 jusqu'à, je ne sais pas, 11. On diminue d'abord le nombre de péages et le tarif aussi doit diminuer le tarif. Une noble initiative du gouvernement de la République de vouloir privatiser les routes nationales. Ceci pour la modernisation de nos routes. Pour ce faire, il est nécessaire de payer un prix pour son entretien. Aux usagers et au gouvernement de la République de mettre un peu d'eau dans leur vin pour trouver la solution du juste milieu. Dans le volet éducation, la campagne de dépôt des dossiers aux examens d'État au titre de l'année scolaire 2019-2020 prendra fin le 15 février prochain. Peu avant cette date butoir, les candidats s'activent tant bien que mal à déposer leurs dossiers. Justement, comment se déroule cette campagne à Boko Centre dans le département du Poul? Nos reporters sont allés constater. À 2 jours de la clôture de la campagne d'inscription aux examens d'État de juin 2020 à Boko Centre, localité située à 119 km de Brazzaville dans le département du Poul, la campagne se déroule sans souci majeur. Au collège d'enseignement général de Boko, Pierre Mbongo, les dossiers des 54 candidats sont déjà déposés au niveau de Kinkala. 2 cas sont en pleine révision. Cela explique l'absence du directeur du CG en déplacement pour Kinkala. Nous signifie le surveillant général Jean-Brice Loussabou. Le directeur était hier à Kinkala et a déposé ses dossiers. Bon, maintenant, il est reparti aujourd'hui parce que il y a un formulaire qu'on doit remplir pour les 2 élèves qui n'ont pas pu retirer leur diplôme. Donc il est reparti pour effectivement remplir ce formulaire-là, afin que ces 2 élèves fassent comme tous les autres l'examen. Cette année est-elle pareille aux années précédentes sur l'obligation face à tout candidat de fournir le diplôme de CP dans le dossier avant les épreuves d'examen? Le surgé général du CG de Boko édifie. L'année passée, ce n'était pas comme ça. L'année passée, les enfants ont passé leur examen comme ça. Cette année, pour nous, ça a été un peu brusque parce que la nouvelle nous est parvenue juste en fin octobre. Bon, vous voyez, les années passées, les parents d'élèves retiraient leur diplôme, le CEP en question, dans les inspections. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller au département retirer le diplôme. Ça nous a causé un peu de retard. Bon, les parents se sont embêtés, mais enfin, notre inspecteur, l'inspecteur de l'école primaire, a fait de son mieux, il nous a aidés et il est arrivé quand même au terme du retrait du diplôme en question. Afin de tenir en éveil les candidats au BPC de juin 2020, chaque semaine, la direction du CG a instauré les devoirs départementaux, car on le sait, qui veut aller loin ménage sa monture. Au niveau de l'école primaire Pierre Malanda de Boko, Madame la directrice que nous avons rencontrée en plein jeu de l'Ansu, à son niveau, ces 44 candidats au CEP, session de juin 2020, n'ont pas de soucis. Tous les dossiers sont déjà au niveau du département à Kinkala. Une information a circulé hier mercredi faisant état d'un cas avéré de l'épidémie de coronavirus, provoquant ainsi, vous vous en doutez, panique au siège de la mairie de Kintélé, où un individu âgé de 31 ans qui serait atteint du coronavirus s'est présenté pour solliciter une prise en charge. Plus de peur que de mal, le patient souffre simplement du paludisme et est d'ailleurs sous traitement. Il ne développe aucune maladie respiratoire. Notez bien qu'il n'y a pas de cas de coronavirus au Congo. Justin Bombaka. Sauf qui peut, ce mercredi à la mairie de Kintélé, tous les agents ont pris la clé des champs et déserté leur poste à l'annonce par ce vigile de cette mairie d'un cas de coronavirus.
En effet, un patient répondant au nom de Ruben Malanda, provenant de Ngangalingolo, et à la recherche vraisemblablement d'un centre de prise en charge ou de mise en quarantaine, annoncé par le gouvernement ici à Kintélé, s'est présenté à cette mairie, certainement pour avoir les plus amples informations et peut-être pour une prise en charge. Après l'avoir enregistré, cet agent vigile va informer les autorités de cette mairie. La suite, s'il le sauve qui peut, la débandade qui s'installe. Cette mairie s'est vidée de ses occupants, craignant une probable contamination. Djibril, l'agent vigile, nous décrit les circonstances. Hier, aux environs 11h15, j'ai reçu un monsieur qui est arrivé ici. Il m'a d'abord salué. Bonjour, j'ai dit oui, bonjour. Il me dit, bon, mais est-ce que ici à Kintélé, on a installé un centre de traitement du virus corona? Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, moi je suis atteint. Atteint? Comment? Il dit, non, je suis d'abord malade. Je suis allé me traiter à l'hôpital de Bicita. Et Bicita m'a évacué à Blanche Gomez. De Blanche Gomez, on me dit, non, je présente les symptômes. Je dis, dans ce cas, moi je vais aller alerter les autorités de la mairie. Quand vous allez alerter les autorités, c'est là où vraiment il y a eu des bandades. Il y a eu des bandades, chacun était parti à son coin. Ce patient a été par la suite retenu dans un coin de cette mairie, où 5 heures après, les agents du ministère de la Santé arrivés sur le lieu, après examen, ont décelé les symptômes d'un palu, et non ceux du coronavirus. J'ai vu la délégation ministérielle arriver, et les médecins leur posaient quelques questions. Mais non. Il y a un médecin qui s'est approché de lui. Il lui a dit, non, monsieur, toi, tu ne présentes pas les symptômes du virus corona. Sinon, tu as un palu maltraité. Tu as un palu maltraité. Bon. Aussitôt, l'ambulance est arrivée. Bon. Les médecins ont décidé de l'amener au CHU pour aller vraiment prendre les soins appropriés. Jusqu'à ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Congo. Quant à la mairie de Kintélé, les agents ont repris timidement le travail. Retenez également que le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de s'alourdir. Hier, la Chine a enregistré 242 morts supplémentaires et 14 800 nouveaux cas de contamination, ce qui porte le nombre total des victimes à plus de 13 055 morts et 60 000 malades. Le calendrier de collecte de sang mis en place par le Centre national de transfusion sanguine Synthèse depuis 2 ans s'exécute sans désemparer. À cette occasion, Louis-Norbert Quentin-Yombo, chef de communication, chef de service à communication au Synthèse, a appelé ce jeudi à la mobilisation de tous afin de permettre à ce centre de disposer d'une banque de sang assez conséquente pour couvrir la demande nationale. Vous le savez, la pénurie de sang est à l'origine de plusieurs décès pourtant évitables. Sans données égales, vie sauvée, dit l'adage. Vincent de Paul, Koubimba. Disponibiliser le produit sanguin dans les hôpitaux de la capitale et les centres périphériques, c'est le combat que s'est assigné le Centre national de transfusion sanguine qui a initié depuis 2018 le programme collecte de sang grand public. Ce programme initié depuis 2018 s'est poursuivi ce jeudi à l'intersection de l'arrêt de bus Rectorat. Louis-Norbert Quentin-Yombo nous édifie sur les premières opérations qui se réalisent à une personne avant le don de sang. Quand vous passez, c'est votre cœur qui bat, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une collecte de sang, je viens. Vous venez, vous allez trouver des frères qui sont ici, l'association congolaise de donneurs de sang, qui vous reçoivent, qui vont vous donner une fiche. Cette fiche, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et à partir de là commence le processus. L'âge, il faut avoir 18 ans et au maximum 60 ans. Voilà le tout premier critère. Le reste des critères, c'est le médecin. Parce que nous avons un médecin qui est là, c'est lui qui décide à la fin, quelle que soit votre volonté, si vous devez donner ou pas. Couvrir tous les besoins de Brazzaville et Kinkala en produits sanguins en une journée, il faut au maximum 250 poches. Alors, qui est appelé à faire le don de sang. Chacun de nous, en se promenant dans la rue,
a ces 5 litres de sang, et les 5 litres de sang, c'est un médicament pour chacun de nous qui est à l'hôpital. Les enfants en état d'anémie, les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont par exemple font de l'hémorragie après l'accouchement, ou des accidentés, ou toute autre maladie aujourd'hui. Aujourd'hui, là, toutes les maladies, il y a des demandes de sang. Les drépanocytaires, il y a des demandes de sang. Donc la demande est très forte. Quelqu'un qui a une tension basse ou élevée, on ne peut pas prélever parce qu'il peut faire un arrêt cardiaque, par exemple. Quelqu'un qui a pris déjà de l'aspirine ou qui est sous traitement, il ne peut pas donner. Quelqu'un, par exemple, qui a un tatouage qui est récent, il ne peut pas donner. Bon, quelqu'un, par exemple, qui a plusieurs partenaires, par exemple, ne peut pas donner parce que c'est une personne à risque. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, c'est un risque d'infection pour soi-même et d'infecter les autres qui vont recevoir ce sang-là. Donc le médecin est là pour garantir la première étape de la sécurité transfusette, ce que nous appelons, pour garantir que le produit que nous prélevons, il est de bonne qualité. Maintenant, le reste se fait au laboratoire. Une femme indisposée ne peut pas faire le don de sang. Tout dépend du médecin parce que si ça vient de commencer, c'est au médecin d'apprécier. Si les menstrues viennent de commencer, c'est au médecin d'apprécier. Sans donner égale vie sauvée, affirme-t-on. Tout donneur apprécie le geste salutaire qu'il accomplit. C'est très encourageant. Beaucoup de personnes sont effrayées de rentrer dans les hôpitaux, de faire un don de ce genre. Lorsque ces agents vont vers la population, c'est une très bonne chose, c'est les encourager à sauver des vies. Parce qu'effectivement, nous devons réaliser que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos mamans souffrent pour des groupes de sang qui ne sont peut-être pas trouvables au sein de la banque de sang. Donc c'est quand même assez triste et rare de constater que certaines personnes sont insensibles à ce genre d'activité. Bon, moi, c'est pas un parent, moi c'est personnel, hein. C'est parce que moi par rapport à ma santé, hein, je veux suivre ma santé de près. C'est par rapport à la santé, je veux connaître les résultats à chaque fois. Moi je fais souvent les examens pour connaître. J'avais l'intention de le faire. Bon, quand j'ai trouvé l'occasion de le faire, vraiment je suis très heureuse. Pour les gens qui ont peur de le faire, je leur dis vraiment de venir parce que beaucoup de gens qui sont en train de mourir à cause du sang. En donnant son sang, c'est un acte de vie qu'on pose, mais il permet aussi de connaître son groupe sanguin et son statut sérologique. Nous avons 2 types de donneurs. Nous avons ce qu'on appelle les donneurs familiaux qui viennent donner parce qu'un parent est malade. Ceux-là, nous on ne les considère pas parce que l'OMS dit que le don doit être bénévole et doit être volontaire. Et il y a ceux qui donnent régulièrement, ce sont des donneurs réguliers, on les reconnaît comment? Par la carte de donneur. Et quand ils ont une carte de donneur, et avec cette carte de donneur, ils doivent, la première chose à faire, la faire certifier. Certifier comment? En venant à chaque fois qu'il fait un don. Pour un homme, c'est chaque 3 mois. Pour une femme, c'est chaque 4 mois. À chaque fois qu'il fait un don, il doit passer chercher ses résultats. Elle n'est valable que si elle est certifiée et que quelqu'un, chaque fois, vient chercher ses résultats. Quand il arrive au 5e don, et il continue à donner parce que nous suivons la régularité, il bénéficie des services au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Pour qui? Pour lui-même, pour son père, pour sa mère, pour ses enfants, pour son épouse ou son époux. Pas pour d'autres parents, non. À la question de savoir pourquoi une poche de sang donnée à un patient est conditionnée par une somme de 7 500 francs et 4 personnes pour le remboursement, le chef de service communication précise. Elle est gratuite, pourquoi? Parce que toute la charge qu'il y a, les coûts, ce qu'on appelle le coût de production d'une poche de sang, aujourd'hui là, elle est démontrée, l'OMS a fait une étude pour chaque pays. Pour le Congo par exemple, on est à 70 000 francs. Pour qu'une poche quitte chez le donneur, le sang quitte chez le donneur, et pour qu'il parte chez le receveur à l'hôpital, le malade, l'État congolais dépense 70 000 francs. Vous voyez, ceux qui viennent chercher la poche de sang, en réalité ne donnent que 10% du produit. C'est que l'État tourne à perte. Donc ils prennent la poche. Puisque nous n'avons pas assez de donneurs, nous n'avons pas assez. Et c'est pour ça que nous exigeons que celui qui n'a pas la carte de donneur, qui ne bénéficie pas de la gratuité du sang,
cela puisse nous ramener, par mesure, puisqu'il a pris la poche qui n'est pas la sienne, qui nous ramène d'abord 3 personnes et qui donne cette contribution de 7500 et 4 personnes pour une poche qui donne cette contribution-là. Dans la poche de sang, elle n'est pas vendue, elle est cédée à une maudite somme de 7500, mais puisque vous n'avez pas la carte de donneur, vous n'êtes pas donneur régulier, on vous exige ça. Mais l'objectif du CNTS c'est quoi? Et qui est l'objectif du gouvernement? C'est arriver à la gratuité du sang. La date d'expiration d'un produit sanguin est de 35 jours, nous attend révélé. La campagne de collecte de sang grand public se déroule dans 2 grandes villes du pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Après le rectorat, ce vendredi, l'équipe du CNTS se rendra au marché Mouiti à Diata. Toujours dans le volet santé, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, zone Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour de travail au Congo, a procédé ce jeudi à la visite de quelques hôpitaux du département de Brazzaville. Théodore Balosa et David Gomez l'ont accompagné. Suivez. Début de la ronde à l'hôpital de référence de Talangaï. Mabing Ngom, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, avait pour mission principale de toucher justement du doigt la réalité dans les blocs d'accouchement. Ici, l'on donne la vie par des femmes qui malheureusement trouvent quelquefois la mort. Des progrès considérables sont toutefois notés dans ce sens, ont signifié les directeurs ou les responsables des blocs d'accouchement visités. Mais pour le diplomate onusien qui a pris la direction de l'hôpital de Mpissa après celui de Talangaï, beaucoup de travail reste encore à faire. À Mpissa ou encore ici à Blanche Gomez, Mabing Ngom qui a pris tout son temps à visiter les blocs d'accouchement ou même quelques salles où sont admises les femmes après accouchement, s'est fait une idée assez nette de la réalité dans nos hôpitaux. Le FNIAP entend donc apporter sa contribution pour soutenir le gouvernement de la République dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Donc je pense que ma première réaction serait vraiment de faire en sorte que les kits soient disponibles et qu'il y ait un effort fiscal additionnel en termes un peu de mobilisation des ressources donc affectées au secteur de la santé, et que cet effort fiscal additionnel puisse servir principalement à la santé maternelle et infantile. Donc en priorité, en attendant que la situation économique et financière s'améliore et que le Congo puisse en tout cas atteindre les 15% de dépenses affectées à la santé. Mais je pense pour l'heure, la priorité c'est de faire en sorte que les ressources qui sont dans le budget soient effectivement mobilisées et que nous puissions accorder une priorité, j'allais dire prioritaire, au service de santé donc de la mère et de l'enfant. Je pense un secteur pour lequel je pense que le président de la République a beaucoup fait, et hier il a réitéré un peu son engagement et sa disponibilité à continuer à faire davantage pour les femmes et pour les enfants. A noter que quelques difficultés ont toutefois été signalées au directeur régional du FNUAP, zone Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agit entre autres des difficultés d'ordre humain et surtout financier. Brazzaville abrite depuis ce jeudi matin la 3e édition du congrès RH traduisé ressources humaines Afrique sous le thème valorisation du capital humain pour une performance économique et sociale des organisations. Quels défis, quels enjeux, quelles opportunités. Ce congrès, on va dire, est un véritable espace d'échange entre dirigeants et professionnels de la fonction RH. Les explications d'Evrar Tikasumba. Valoriser le capital humain pour une performance économique et sociale durable des organisations, c'est l'enjeu de cette 3e édition du Congrès des ressources humaines Afrique. Pendant 3 jours, les participants vont échanger sur les questions liées à la gestion du capital humain pour le bon fonctionnement d'une entreprise, telles que l'éthique, la bonne gouvernance, le dialogue social, la culture d'entreprise. Bref, il s'agit de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Le besoin en capital est important. Le besoin de développement du capital humain pour qu'il soit réellement, qu'il participe réellement au développement des organisations des pays partants de l'Afrique, et c'est très important.
Donc nous allons au sortir donc, de ce congrès, je pense que nous aurons à faire des recommandations, des résolutions qui seront d'un grand intérêt pour nos pays, pour nos organisations, afin que l'homme, le capital humain soit réellement pris en compte dans les politiques sociales et économiques. Prennent part à ce congrès Ressources humaines Afrique les dirigeants, les décideurs, les cadres de la fonction publique d'Afrique. Après les 2 premières éditions tenues à Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est le Congo qui a eu l'honneur d'abriter cette 3e édition du congrès Ressources humaines Afrique. C'est Nicéphore Fila de Saint-Eude, ministre de l'enseignement technique professionnel de la formation qualifiante, qui a ouvert les travaux de ce congrès Ressources humaines Afrique. Allez, allons à la découverte de nos racines et entrons dans la galerie Tsolo Tatiana où sont exposés des masques Pounou, Balumbu et autres objets de valeur parmi lesquels on peut citer le filet de chasse tissé en fibre traditionnelle utilisé chez les Téké. L'exposition est organisée par le ministère de la Culture et des Arts en partenariat avec l'UNESCO et la mairie de Brazzaville. Armand Sanza. L'exposition met en valeur une partie du patrimoine culturel du Congo. Des images qui parlent de la révolution de la forge et ses dérivés. Dans les coins du mur, il y a aussi des masques Pounou et Balumbu dont le Nyari, portés par des danseurs. Des masques couelés en bois, utilisés pour couvrir la face du danseur pendant les rites de chasse. Des jumeaux et autres. Des grelots, nzobi, attachés autour du poignet. Des colliers en bronze portés par un chef traditionnel de l'ethnie Téké. Des coiffures cérémoniales du notable Mboshi ou Bangangulo. La monnaie de dot en forme de croissant de lune qui servait à doter une femme. La nasse tressée en liane servant à capturer le poisson. Le filet de chasse chez les Téké. Les Congo et les Mboshi tissés en fibres traditionnelles. Les louches en bois dans la bwenza, le pagne en raffia, à bretelles porté par le notable et le chapeau en raffia, attribut du pouvoir chez les Vili et les Téké. D'autre part, des objets utilitaires et rituels ainsi que des instruments de musique tels que la sanza, le ngamfi, le tambour qu'on retrouve dans la bwenza, les plateaux et dans la cuvette. La liste n'est pas exhaustive. Cette exposition pèlerine et itinérante permettra à la jeunesse actuelle et à tout un chacun de se réimprégner ses origines, ses racines, question de connaître d'où l'on vient. Car depuis la colonisation, les Africains ont tendance d'oublier leurs repères culturels. La colonisation est venue, a dit que nos valeurs ne valaient rien du tout et qu'il fallait épouser la nouvelle donne. C'est ce qui nous est arrivé. Il y a cette surimposition coloniale qui a fait que nous perdions tout. Vous savez, un prénom chez les Congo, chez les Téké, chez les Ngala, chez les Oubanguiens. Mais nous n'avions pas de prénom. On avait ce qu'on appelle aujourd'hui des post-noms. Un tel Mbemba de ceci, ou bien Mobonda de cela. Si on n'a plus de racines, on n'a plus d'assises. Un arbre sans racines, il meurt. Le vœu de l'UNESCO est de voir comment renforcer la production d'autres supports adaptés à la nature de chaque public. Car le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Congo a besoin de la capitalisation et de la visibilité. Il nécessite d'être consommé afin de lui faire jouer sa partition dans le développement économique du pays. Des invités, quant à eux, ont apprécié la nature de l'exposition en signant le livre d'or. Le vernissage va durer 2 semaines. Place à présent à l'entretien avec notre invité. Je l'ai dit au début de ce journal, ce vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin, vous le savez. DRTV organise une émission spéciale à l'occasion donc de cette fête. Junior de Math, présentateur télé à DRTV, membre du comité d'organisation de cette émission spéciale, est sur ce plateau pour nous en parler une fois de plus. Bienvenue.
Merci Bernida. Alors, pourquoi organiser une émission spéciale Saint-Valentin? Déjà, nous sommes à l'orée du 14 février et comme vous le savez aussi bien que moi, chaque 14 février, le monde célèbre l'amour. Et donc, DRTV, à travers son service de production, s'est dit que comme c'est une opportunité pour essayer aussi d'apporter une sorte de contribution à cette journée aussi solennelle qu'on ne peut pas s'épargner, que ce soit moi, que ce soit toi Bernida, j'espère que quelque part on est un peu amoureux j'allais le dire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une émission spéciale, une émission auquel on va tourner autour d'un thème qui n'est autre que maintenir la flamme dans un couple. Pourquoi ce thème justement? Bien évidemment parce qu'on sait tous que dans un couple, il y a parfois des moments où il y a des petits soucis, parfois le couple peut se séparer, mais nous avons pris le soin de contacter une association de la place, Bonheur chez soi, et cette association œuvre bien évidemment dans le conseil des couples. Et c'est eux qui vont nous permettre de connaître quels sont les secrets, bien sûr, pour permettre à un couple de maintenir sa flamme. Par exemple, pour un couple qui est prêt à divorcer, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas divorcer et de rester ensemble et de rallumer leur flamme? Voilà un peu en quelques mots ce qui va servir de cette émission. Alors, qui est invité à cette émission spéciale Saint-Valentin? Déjà, comme invité, j'ai dit qu'on parlera beaucoup plus autour de l'association Bonheur chez soi. Donc, on a essayé d'inviter des couples exemplaires, des couples beaucoup plus à caractère chrétien. Parce qu'il y a une chose, c'est que lors du 14 février, il y a beaucoup d'événements. Il y a par exemple des soirées entre jeunes où chacun veut offrir un petit cadeau à sa copine, à sa petite amie. Mais nous, on a bien voulu ramener les gens autour d'une thématique pour que nous puissions savoir c'est quoi le rôle d'un couple. Ou quand on est couple, c'est qui est réellement un couple? Est-ce qu'en tant que petite amie, nous sommes un couple? Ou encore, ce sont ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés. Donc tout le monde autour de ce thème est invité à venir écouter les conseils de ces personnes, bien évidemment, qui sont expérimentées dans ce domaine. Vous avez parlé de couples exemplaires dans vos propos tout à l'heure. C'est pour dire qu'au cours de cette soirée, les célibataires ne seront pas pris en compte? Mais pas du tout. Pour être marié, il faut commencer par être célibataire. On est célibataire, on est fiancé, puis on devient marié. Donc même le célibataire qui aspire le mariage doit connaître comment faire par exemple le choix de sa conjointe, sinon le choix de son conjoint. Donc même les célibataires sont invités à prendre part à cette émission. Les célibataires, les couples qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés légalement, les couples mariés légalement mais qui ont peut-être des petits problèmes, même ceux qui sont bien, on ne sait jamais. Peut-être que dans l'avenir, quelque chose peut se passer. On peut se rappeler d'une émission. Voilà un peu. Quel est donc le programme? Ça se passe demain, 14 février, où exactement et à partir de quelle heure? Voilà, on va se retrouver à l'espace Shikina Food, c'est à Diata, juste derrière le rostrum. C'est un espace exceptionnel qui a été choisi pour abriter cette émission. Et les conditions de participation, c'est que les couples, c'est à 15 000 francs CFA. Parce qu'à côté, il n'y aura pas seulement un partage, mais il y aura aussi un buffet et les gens seront à l'aise parce qu'il y aura des artistes invités qui vont agrémenter la cérémonie. Et juste après, nous aurons une tombola, parce que les couples qui seront présents vont participer à une tombola et il y aura des cadeaux que ces couples vont gagner. Les billets sont toujours disponibles? Bien sûr, pour ceux qui me suivent même en ce moment, s'ils veulent bien participer à cette fête, parce que je rappelle que c'est demain le 14 février, peut-être que les gens veulent savoir où ils vont passer leur fête, ils peuvent venir ici même à DRTV à partir de 10h par là. Le service commercial va leur orienter comment ils peuvent avoir leur ticket. Alors, je sais que vous êtes également un amoureux. Dites-nous une petite astuce. Quel cadeau peut-on offrir à son partenaire ou à sa partenaire pour témoigner son amour à l'occasion de la Saint-Valentin? Déjà, moi personnellement, je fête tous les jours. Donc, celle qui a conquis mon cœur, on fête tous les jours. On n'a pas une journée spéciale. Et le cadeau que je puisse l'offrir, c'est peut-être mon temps. Mais aussi, il y a d'autres cadeaux que je ne peux pas dire à la télé parce que ça reste un secret confidentiel. Mais moi, je pense que pour cette émission, il serait intéressant. Donc, j'invite les jeunes, surtout des jeunes comme moi, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les difficultés d'être en couple, de se mettre ensemble, de construire une vie ensemble, de venir parce que ces personnes qui seront là, ce sont des expérimentés et ils vont vraiment nous aider à pouvoir bâtir des vrais couples. Il y a également des contacts pour vous joindre. Ce sera également votre dernier mot en guise de conclusion. Je crois qu'il y a le numéro de contact, c'est le site de la DRTV, c'est mieux parce que ici les gens pourront avoir toutes les informations, mais l'idéal serait vraiment demain que les gens viennent, qu'ils s'inscrivent et qu'ils participent à cette émission et je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Merci bien à vous et donc le rendez-vous est prêt pour demain. Merci. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous. Merci pareillement à vous. Merci. Comme c'est la tradition dans cette édition, voici pour vous l'info du reste du continent en bref et en images avec, vous l'avez compris, la voix de l'Amérique.
Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté jeudi à Dakar les jeunes Sénégalais à faire preuve d'audace et d'ambition lors d'une discussion avec des centaines d'étudiants de la plus grande université du pays. Au Mali, la force française Barkhane a mis hors de combat plusieurs djihadistes et saisi une quantité importante de matériel dans le centre du pays mercredi. C'était lors d'une frappe contre un campement de groupes armés terroristes, a annoncé jeudi l'état-major français. Après l'attaque d'un poste de police qui a fait un mort dans le nord du Bénin à la frontière avec le Burkina Faso voisin, les autorités béninoises dénoncent un acte isolé tout en indiquant que la menace de contagion dans la zone est réelle. En Libye, des combats ont opposé jeudi les deux camps rivaux au sud de Tripoli, faisant de nouvelles victimes civiles, malgré l'adoption la veille d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu durable. Quelques notes de sport dans ce journal, les Jeux de l'ONSU, dont l'objectif est de détecter les jeunes talents dans les différents départements, ont été organisés à Boko, dans le département du Poul. Notre reporter, Michael Massamba, a fait le déplacement de cette localité. Son reportage est ici rendu par Armand N. Sanza. Il est 9h lorsque notre caméra arrive au CG de Boko. La quasi-totalité des élèves sont dehors en tenue de sport. C'est le déroulement à Boko des Jeux de l'ONSU. Et c'est lui qui supervise ces Jeux, Siatia Ngoma, inspecteur sectoriel des sports de Boko. Ce sont les Jeux de l'ONSU qui ont débuté hier mardi à 11h30. Au niveau de Boko, l'ONSU se déroule en une phase finale. Nous avons pu recevoir à l'école primaire 5 établissements. C'est les 5 établissements qui vont s'affronter en une phase finale. Dans les écoles, c'est d'abord égayer les enfants et puis par la suite détecter les élites de demain. Ces élèves sont venus de plusieurs villages pour la cause. Parmi les représentés, il y a entre autres Tombo Manyanga et Voka. Ce sont ces jeux du district. Le collège est prévu pour jeudi à vendredi, c'est pour 2 jours. Donc le primaire, on a pour 2 jours, le collège également 2 jours. Les vainqueurs se rendront à Kinkala pour les Jeux départementaux. Les gagnants seront qualifiés aux Jeux départementaux à Kinkala. C'est eux qui vont se dérouler en mars pendant le congé de Pâques. Pour l'ONSU Boko, à l'école primaire, le discipline retenu, c'est le football, le handball. Il y a les épreuves d'athlétisme, les 60 mètres, 100 mètres et puis 60 mètres, 100 mètres et 80 mètres. Et même le 100 longueur. On le sait, ces Jeux de l'ONSU ont fait jaillir dans le passé des talents comme Bemba Jonas Tostao, Massamba Mams, Amindouli et autres. Enfin, la République reconnaissante a rendu ce jeudi au Palais des Congrès un hommage officiel à la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu, membre de la Commission Santé, Affaires sociales, Famille, Genre et Développement du Sénat, décédée le 1er février dernier à Paris, en France. Elle était devant le président de la République et son épouse. Emilienne Charlotte Lekunzu a été inhumée au cimetière du centre-ville. Giscard Maungu, Christy Mationa, Anissé Mongala. Le corps sans vie d'Emilienne Charlotte Lekunzu franchit le hall du Palais des Congrès. Un silence lourd pesait ici. Seule la fanfare des apparats d'honneur brisait ce silence bien particulier. À pas rythmé, le cercueil drapé des couleurs nationales dans lequel agit le corps sans vie d'Emilienne Charlotte Lekunzu avance vers le catafalque, suivi de la procession de la famille. Ce jeudi, la République rend ses devoirs à la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu et, tour à tour, les corps constitués nationaux sont passés pour l'ultime geste, pour le geste de recueillement. À cet hommage,
le couple présidentiel s'est joint à la cérémonie pour rendre aussi hommage à Emilienne Charlotte Lekunzu. À l'oraison funèbre, Odette Massoussa a décrit la disparue comme une femme battante. Femme de caractère, au sens le plus noble du terme, dont la compétence était unanimement reconnue par tout le Parlement, la vénérable Emilienne Charlotte Lekunzu a été une grande dame, une vraie battante, toujours guidée par la force de ses convictions que rien, absolument rien, ne pouvait ébranler. Puis, le geste du président de la République, quand lui et son épouse sont venus déposer la gerbe de fleurs. L'hymne national a aussi retenti pour honorer celle qui vient de partir. Après le palais des congrès et la cathédrale Sacré-Cœur où la dépouille s'est ensuite retrouvée, c'est au cimetière du centre-ville que le monde est venu pour l'inhumation. Denis Sassou Nguesso y a fait aussi le déplacement pour ces moments de séparation, pour ces moments de douleur. C'est le geste d'adieu. Désormais, c'est ici que la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu se reposera pour l'éternité. Voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur DRTV.